Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Before, votre émission Twitch sur CS Actu. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, comme d'habitude. Je suis avec Vincent, comment ça va Vincent? Bonjour Sacha, bonjour à tous, et ça va extrêmement bien, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Twitch sur ce nouveau format, épisode 2. Plein de belles choses, un joli programme aujourd'hui, Un joli programme. Sacha, hein, pour pas changer, j'ai l'impression, comme à chaque fois. Hein. C'est ça, et en plus il y a des gens dans le chat, Emilien qui est encore une fois présent pour animer le chat du Before. Merci à toi Emilien d'être présent. Fidèle suiveur, je pense Emilien. Notre fidèle un homme de la follower. première heure. Donc oui, tu as dit un très beau programme. D'abord, on va parler des réseaux sociaux de CS Actu. N'hésitez pas à follow le média sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et bien sûr sur Twitch avec le @CS Actu. Avec, du coup, on commence un programme. On termine. Pas la semaine dernière, on avait fait un mime de l'info. Il n'avait pas trop fonctionné, on était un peu mauvais, je pense. Bah c'est ça, ça ne réussissait pas trop le mime de l'info. Du coup, on a pensé à une nouvelle idée, une petite surprise, le rébut du coup de l'information. Le principe est très simple, mais bon, on vous l'expliquera en fin d'émission. Avant ça, on a un programme très chargé. C'est ça, on va continuer tranquillement. On aura ensuite du coup la question du jour avec Mathilde qui s'est posé cette question. Est-ce que la Starac a aussi bien marché qu'à l'époque cette année? Ça a été un sacré phénomène cette année. Sacré phénomène, c'est sûr. Ensuite, on aura bien sûr l'interview du jour de Joey. Il recevra François Valert, qui est président de la coordination rurale dans l'Allier. Et on aura du coup, maintenant... On commence par le classique. Le classique. Celui que tout le monde attend, qui est là depuis le début. Un fidèle aussi de la première heure, à l'image d'Emilien, qui est déjà bien chaud dans le chat, avec le podium de l'info. Et aujourd'hui, c'est Sherazade qui s'y colle. Avec la première info, Sherazade, il y a une cérémonie très importante qui s'est déroulée hier midi aux Invalides. Est-ce que tu peux un peu nous en expliquer les tenants et les aboutissants? C'est ça Vincent, 4 mois après l'attaque du 7 octobre par le Hamas, la France a décidé hier de rendre hommage aux 42 victimes françaises. La cérémonie s'est déroulée aux Invalides comme l'a dit Vincent et près de 55 familles étaient présentes. Certaines sont venues exprès d'Israël pour l'occasion et comme on a pu le voir aux côtés de ces dernières différentes personnes de la classe politique comme Gabriel Attal, Elisabeth Borne, Jordan Bardella ou encore d'anciens présidents comme François Hollande ou encore Nicolas Sarkozy étaient présents et ont tenu à rendre hommage. Le chef d'État Emmanuel Macron a lui prononcé un discours d'une bonne dizaine de minutes dans lequel il n'a pas oublié d'aborder le point de l'engagement de la France sur les questions des actes antisémites. Du point de vue du gouvernement, maintenant, on va aller, ça bouge pas mal avec le remaniement. Il y a eu notamment les histoires avec Bayrou. Il y a eu aussi ce gouvernement resserré qui devrait s'étoffer à l'avenir. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer cette situation qui nous perturbe un peu ces derniers jours? Oui, ces derniers jours, les bruits courent, puisque à propos du dévoilement du reste du gouvernement, presque un mois après le premier remaniement, on entend encore parler, puisque le casting n'est pas fini. Il manque des ministres à l'appel, notamment comme le ministre des Transports ou encore du Logement. Alors ces derniers jours, on a entendu parler de François Bayrou, mais il y a quelques heures, il a annoncé ne pas vouloir faire partie de ce gouvernement, étant en désaccord avec la politique de ce gouvernement. Alors on a aussi notamment des informations de France Info qui ont laissé croire que certains étaient sur le départ, comme notamment Agnès Firmin-Lebaudot qui ne serait pas reconduite au gouvernement. Alors pour le rappel, Agnès Firmin-Lebaudot était la ministre de la Santé. Alors pour le moment, le suspense est encore à l'appel puisqu'on ne sait pas quand est-ce que le résultat va être annoncé, qui seront les prochains ministres. Pour le moment, point d'interrogation. Et oui, et surtout, point d'interrogation sur un futur produit qui va être interdit, la puff. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et oui, parce qu'en décembre dernier, l'Assemblée nationale avait décidé de prendre une décision, interdire la vente des puffs. Alors les puffs, c'est des cigarettes électroniques jetables. Et cette fois-ci, c'est le Sénat qui a décidé de prendre cette décision. C'est officiel, la vente des puffs sera interdite. Alors, je pense que cette nouvelle, ça va décevoir plus d'un. Et d'ailleurs, on vous a posé la question de savoir si vous alliez ou non plus consommer. Et oui, on vous a posé la question aujourd'hui sur Instagram. Est-ce que vous pensez que l'interdiction de la puff va-t-elle baisser le nombre de fumeurs chez les mineurs? On vous a posé cette question et le résultat est de 55% non, qui est avec un 45% oui. Donc pour vous, cela ne va pas réellement changer les habitudes des mineurs. C'est un avis. Tu en penses quoi toi Vincent? Moi j'ai répondu à ce sondage, je pensais que ça allait quand même impacter quand même. Donc ouais, je suis un peu surpris du résultat, mais bon on verra comment que ça, je ça va se passer. Je pensais pareil pour toi. Mais au moment où j'ai voté en tout cas c'était le oui je crois qui...
qui l'emportait. Donc bon, ça a dû basculer dans les derniers instants peut-être. Et oui. Et du coup, point culture, Sherazade. Petit point culture pour finir ce podium de l'info. En troisième position, je vais vous parler de Judith Godrèche qui a décidé de sortir du silence puisque hier, elle a annoncé accuser son réalisateur qui est nommé... j'ai oublié le nom, mais je vais vous le sortir dans un instant. Alors, Benoît Jacot, qui a été un réalisateur, elle l'accuse de viol avec violence sur mineur alors qu'elle était âgée de seulement de 15 ans. Elle a décidé de sortir du silence hier et a recommencé aujourd'hui puisque sur France Inter, elle a annoncé avoir été notamment violée par son réalisateur, cette fois-ci qui se nomme Jacques Doyon, qui était réalisateur du film La fille de 15 ans. L'affiche. Alors, elle décide de sortir du silence puisque le cinéma, comme on peut le savoir, est actuellement en crise. Les bad buzz, les accusations n'en finissent pas. Et c'est malheureusement, on ne peut pas y échapper. Merci beaucoup Sherazade pour ce podium de l'info. Actuellement, je suis tout seul dans le studio. Je ne sais pas où est passé mon collègue Vincent. La régie me dit qu'il est en duplex. Vincent, où es-tu ? Oui Sacha, alors actuellement je suis en plein cœur de Vichy dans une boutique Jules, une boutique de prêt-à-porter pour hommes. Et comme vous le savez, il y a 2 jours, c'était la fin des soldes. Qui dit fin des soldes dit forcément bilan. Et je suis en compagnie de Théo qui est vendeur ici dans le Jules de Vichy. Théo, vous étiez en train de me dire que les soldes, ça s'est pas très bien passé pour vous. Est-ce que vous pouvez m'en expliquer un petit peu plus Ouais, la raison, elle est simple. La conjoncture actuelle en France est relativement compliquée. De plus, on a des promotions toute l'année sur le magasin. C'est très compliqué d'accueillir du public en leur expliquant qu'on a de la remise, en sachant qu'on a de la remise toute l'année sur le magasin et qu'on a des remises plus intéressantes hors période de solde qu'en période de solde. Et ça pose réellement problème financièrement parlant. Vous avez réussi un petit peu à chiffrer les pertes qui ont été engendrées sur ces semaines de soldes? Sur un mois de solde, surtout sur des soldes d'hiver, faut savoir qu'on vend de la grosse pièce, donc ça augmente le chiffre conséquemment quand même. On se retrouve sur un mois où on était censé faire entre 120 et 130 000 euros de chiffre d'affaires. Et sur le mois de janvier, on fait approximativement 35 000 euros, donc c'est des grosses pertes quand même. Bien sûr, on comprend. Et du coup, est-ce que ça pourrait un peu vous obliger à revoir votre stratégie pour les prochaines soldes qui arriveront, mine de rien, assez rapidement? La stratégie, elle est simple. La stratégie des soldes, ça a toujours été la même et ce sera toujours la même parce qu'elle est contrôlée par l'État. À contrario des autres promotions tout au long de l'année, on se retrouve avec des produits en fin de série qu'on est obligé de passer en solde pour vider nos stocks. C'est de la logique du commerce en fait. Et le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas divaguer sur ça. On ne peut pas adopter une autre stratégie étant donné que la stratégie, elle est contrôlée par l'État. Pendant les soldes, on n'a pas le droit de faire de commandes. On n'a pas le droit de passer d'articles de nouvelles collections en solde pour rien. Donc concrètement, la stratégie, elle n'est pas à revoir. Ce qu'il y a à revoir, c'est la conjoncture actuelle qui ne nous facilite pas la tâche à nous, commerçants, et pas l'inverse. Et du coup, là, vous me disiez que juste en dessous, en fait, sous nos pieds actuellement, Sacha, en fait, on a plus de 240 mètres carrés, c'est ça, qui stockent des vêtements. Où vont aller ces vêtements, tout simplement, par la suite? Concrètement, les vêtements, ils vont être soit envoyés à l'entrepôt, sur les vêtements où on se retrouve sur des fins de série vraiment perdues, parce que c'est des vêtements nous, on n'a pas réussi à vendre, et que les centrales d'achat, style VP, style showroom, style Zalando privé, ne veulent pas racheter. Et tout le reste de ces vêtements seront basculés sur des plateformes d'achat, style VP, style showroom, style Zalando. On est sur plusieurs centrales qui vendent à prix réduit, voire à prix cassé, pour justement nous débarrasser de nos stocks. Très bien. Bon, bah Sacha, c'est sur ces paroles que va se terminer ce petit duplex. Merci beaucoup Théo pour toutes ces petites explications et on se retrouve tout de suite en studio. Merci beaucoup Vincent, je ne m'attendais pas à te voir ici, mais ça fait plaisir. Reviens vite quand même parce qu'on a une émission à terminer. En attendant, on se laisse avec l'interview du jour de Joey, avec comme invité François Valrette, président de la coordination rurale de l'Allier. À toi Joey. Merci Sacha, et on enchaîne avec l'interview sur les points de manifestation agricole. Ces dernières semaines, on a vu fleurir quelques petits bonnets jaunes, casquettes jaunes, et souvent elles étaient brodées avec C et R. Ces initiales, ce sont celles du syndicat de la coordination rurale. Notre invité du jour est le président de la coordination rurale de l'Allier. Bonjour François Valrette.
Bonjour Joey. Bon, merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de CX Actu pour ce Before. C'est un plaisir. Avant de commencer à parler, j'aimerais quand même, pour que tout le monde soit un peu au courant de qui vous êtes vraiment et de ce que représente votre syndicat, qu'on fasse le point. Parce qu'il y a un élément qui revient beaucoup, c'est celui de votre positionnement politique. Alors on le sait, on a quand même vu des membres du syndicat qui peuvent être proches de la droite et de l'extrême droite française. Pour citer un exemple, on va dire peut-être le plus connu au niveau national, mais c'est Serge Cassagne qui a été renommé Castagne pour ses efforts, on va dire. Mais en tout cas, on l'a vu, et même plus récemment, aujourd'hui, il y a eu un tweet de Florian Philippot qui est apparu. Il parle de la coordination rurale, donc on voit qu'il est quand même assez proche, on va dire. Normalement, on verra ce tweet à l'écran pour les viewers. Mais vous, comment vous qualifieriez en tout cas votre syndicat au niveau politique? Est-ce que c'est justifié de la classer à droite ou d'extrême droite? Alors, donc c'est un syndicat qui a été créé il y a une trentaine d'années, en 1992, lors de la réforme de la PAC que l'on connaît actuellement. Et il a toujours été clair, hein, il a toujours été très important, c'est inscrit dans les statuts. C'est un syndicat qui est là pour défendre l'agriculture. C'est un syndicat apolitique, apartisan. Donc je me fais fort dans mon département de discuter avec tous les responsables politiques, tous les élus de tous les partis, qu'ils soient de droite, de gauche, de la NUPES, les écologistes, LFI, la droite, l'extrême droite. Donc apolitique, on essaie apolitique, apartisan, je ne dis jamais pour qui je vote, quelles sont mes opinions politiques. Je suis là pour défendre l'agriculture auprès de tous les partis politiques et de tous les élus, quels qu'ils soient. Donc auprès de tout le monde, et justement, on sait qu'on a la FNSEA, qui est le gros bloc syndicat en France. On parle de à peu près 55% aux dernières élections en 2019 au niveau de la Chambre d'agriculture. Vous arrivez souvent en deuxième position, en tout cas c'est ce qui revient. Vous êtes le deuxième syndicat français, donc concrètement dans les chiffres, c'est à peu près 210 000 adhérents pour la FNSEA, et vous êtes aux alentours de 15 000 à peu près, c'est ça, hein, ouais. 10, Alors, 15 000. Ce qui est important, plus que le nombre d'adhérents, c'est la participation et les résultats au vote des élections Chambre d'agriculture, hein, puisque c'est réellement cet événement qui a lieu tous les 6 ans, qui est le marqueur fort de la vie politique agricole française. C'est là qu'on élit les représentants aux chambres d'agriculture et que chaque syndicat acquiert sa représentativité et voit un petit peu comment est-ce qu'il se situe. C'est l'équivalent des élections législatives, par exemple, pour la politique plus classique. Ça nous permet de nous faire une idée. Et si je vous invite aujourd'hui, vous, sur ce plateau, c'est parce que le 1er février dernier, avec les annonces de Gabriel Attal, on a vu la FNSEA et la coordination rurale rappeler ses troupes. On a considéré que c'était bon, qu'en tout cas, il y avait eu des avancées qui ont été faites. Et pour commencer par le point de départ, en tout cas la chose la plus récente, il y a samedi dernier, le 3 février, le Cora de Vichy, donc le supermarché pour ceux qui ne sont pas de Vichy, il y a quelques bonnes centaines de mètres le débarqué là-bas. Pourquoi c'est obligé de Alors, un des gros mots d'ordre des mobilisations qu'il y a eu ces 2 dernières semaines, c'était vraiment la lutte contre produits agricoles qui sont produits avec des normes sociales environnementales qui ne sont pas les mêmes. C'était réellement là-dessus qu'on voulait lorsque mes collègues agriculteurs ont voulu faire un peu le tour des rayons, pas que la viande, c'est souvent cristallisé mais pas uniquement, également les fruits, pour voir un peu ce que proposait le supermarché, s'il y avait des produits qui étaient loin de nos normes sociales environnementales françaises, si la traçabilité était effectivement respectée ou pas, et puis sensibiliser le consommateur pour lui montrer un petit peu quels sont les produits qui lui sont proposés à la vente, lui l'informer si ce sont des produits de bonne qualité, avec les standards français ou pas, pour qu'après il puisse se faire son avis sur ce qu'il achète. Et justement, cette action-là, elle est un peu à l'image, on va dire, au niveau de l'Allier, de ce qui a été fait au niveau plus national. Oui, vous êtes un peu le syndicat, on va dire, en quelque sorte, des actions un peu plus brutes.
on le sait, j'aimerais qu'on voit l'image parce que ça a fait forcément beaucoup parler si tout le monde ne l'a pas vu, mais cette action, il y a un sanglier qui a été pendu, Ouais. c'était à Agen. Je vois que vous soufflez, est-ce qu'on va voir l'image en même temps, mais est-ce Ouais. que c'est une action que, avec du recul, vous regrettez ou en tout cas, Ah ben, nous, quel dans, regard vous portez dessus? alors, chacun a son mode d'action et son mode d'expression en fonction du lieu où il se situe, de ses adhérents, du contexte local. Nous, dans le département de l'Allier, c'est pas du tout notre mode ni d'action ni d'expression. On a fait des actions, on a bloqué les routes, hein, on a fait des manifestations, mais jamais avec ce genre de trucs qui nous correspondent pas vraiment. Et si peut-être pour essayer d'avoir une vision d'un système qu'on ne connaît pas forcément, mais au niveau d'un syndicat, il y a des représentations locales, donc vous en êtes le président Oui, dans l'Allier. tout à fait. Comment ça se hiérarchise un peu au niveau national? Il y a des consignes qui sont données, après chacun fait un peu comme il veut, ou en tout cas comment ça se passe concrètement sur le terrain? Alors effectivement, il y a un comité directeur et puis un président national. Je m'étais présenté d'ailleurs à l'élection pour la présidence nationale il y a 2 ans, mais je n'ai pas été élu de peu, 55 voix contre 50. Et après, chaque département, chaque coordination rurale départementale garde quand même son indépendance et fait les actions qu'elle souhaite, poursuit les actions si elle le souhaite ou pas. D'ailleurs, nous, dans le département, on avait décidé de faire un mouvement uni avec la FNSEA, les JA et le syndicat des moutonniers. Je pense que c'est le seul département en France où cette alliance a eu lieu. Mais si dans d'autres départements ils veulent agir tout seuls, chacun agit tout seul. Chacun est vraiment libre de Chacun procéder, est on va libre de dire. procéder sur les actions qu'ils veulent mener chaque département, ceux qui veulent bloquer les routes, ceux qui veulent asperger la Ouais, chacun préfecture, son- ou je ne sais quoi. son Chacun mode son mode d'action en d'action. fonction aussi des moyens qu'il a, de qui sont aussi ses adhérents. Hein. Tout le monde n'a pas forcément ni le même matériel, ni la même motivation, ni le même historique dans les mobilisations, dans les manifestations. Donc c'est à chaque département d'agir comme bon lui Et semble. j'en profite pour enchaîner un peu, parce qu'on n'a pas un laps de temps qui est très grand, donc je vous coupe un petit peu. Pas de problème. Mais justement, vous en parliez de la personne qui a été élue donc, présidente nationale. Donc c'est Madame Véronique Floch. J'aimerais qu'on regarde une vidéo d'une intervention qu'elle a fait récemment avec la presse. Elle a déclaré quelque chose. J'espère qu'on peut envoyer la vidéo en régie si c'est possible de montrer ça aux viewers, s'il vous plaît. C'est un signe de révolte. Et on encourage tous les agriculteurs à nous rejoindre sur ces points de blocage. Si ce combat n'aboutit pas à un recentrage vers de l'agriculture familiale, de l'agriculture qui est transmissible et que les mesures ne sont pas prises dans ce sens, alors demain nous irons vers une agriculture industrialisée, financiarisée. Et ce n'est pas le combat de la coordination rurale. Et vous l'avez entendu, hein, dans ce combat, elle parle d'une agriculture qui doit déboucher sur une agriculture familiale, une agriculture qui est transmissible. Est-ce que vous considérez que les annonces de Gabriel Attal qui ont été faites donc, le 1er février dernier, elles vont dans le sens parce qu'elles ont poussé les manifestations, en tout cas le gros des manifestations à s'arrêter? Est-ce que ça veut dire qu'on va dans ce sens-là, d'aller vers une agriculture qui soit familiale et transmissible? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu pour une fois beaucoup d'annonces, ce qui est en général assez rare. Les revendications étaient séparées en 2 types. Il y avait des revendications conjoncturelles et structurelles. Et à mon sens, ce qui était le plus important, c'était les revendications structurelles. Parce que pour une fois, le mouvement était d'une ampleur suffisante pour pouvoir réellement demander à ce que, dans le fond, on puisse changer le modèle agricole et notamment lutter contre cette concurrence déloyale qui fait perdre toute la compétitivité de nos exploitations. Si on veut avoir des exploitations qui peuvent se transmettre, qui peuvent se racheter, ou avec des jeunes qui peuvent s'installer, il est indispensable qu'il y ait une rentabilité économique qui soit là. Et si on ne restaure pas de la compétitivité à nos agriculteurs et à nos exploitations, on ne pourra jamais installer de jeunes. Alors on trouve tout un tas d'artefacts, tout un tas d'usines à gaz en donnant des subventions encore plus importantes pour essayer de les attirer, mais ce n'est pas un cadeau à leur faire parce qu'ils se retrouvent ensuite dans une situation où ils ont du mal à rembourser les prêts qu'ils ont faits pour racheter les exploitations et pour pouvoir investir. Donc la base de tout, c'est la rentabilité, la compétitivité, et c'était réellement ce que l'on voulait et sur lequel on a eu des annonces
annonces qui doivent maintenant être déclinées en des mesures et des lois qui doivent restaurer cette compétitivité. Mais si on y arrive, effectivement, j'espère qu'on aura de nouveau une agriculture qui soit transmissible et qui fasse envie aux jeunes. Et justement, pour cette envie aux jeunes, il y a un point qui a peut-être un peu freiné les jeunes dans cette démarche agricole. C'est celle du plan Éco-Phyto qui a été donc suspendu, en tout cas qui est fortement ralenti. Ça a été vécu comme une victoire, en tout cas pour les syndicats agricoles principaux. Est-ce que vous, déjà, vous considérez vraiment que c'est une victoire et est-ce que c'est des critiques qui sont établies, mais que ce n'est pas un recul pour l'avancée écologique en France et pour l'environnement en France? Alors, c'est pas ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que moi, si j'utilise des produits phyto, c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour m'amuser, c'est réellement parce que j'en ai besoin. Comme quand je suis malade, je prends des médicaments parce que je suis malade. Ces produits phyto, ils servent à ça. En France, on a une agriculture qui produit de moins en moins et qui n'est plus capable de nourrir sa population. Donc on doit non seulement nous nourrir, nous, mais l'Europe a aussi un devoir de nourrir une partie du monde si on ne veut pas avoir les émeutes de la faim, etc. Donc pour l'instant, on ne peut pas supprimer tous les produits phyto si on n'a pas des solutions pour les remplacer. Et le problème du plan Éco-Phyto, c'est qu'on avait dit on va réduire de 50% sans se poser la question, mais est-ce que c'est possible économiquement, agronomiquement, et est-ce qu'on conservera une production qui sera suffisante pour satisfaire à tous nos besoins? C'était un dogme comme ça, où ce chiffre avait été donné un peu au hasard. Nous, ce qu'on veut, moi, si on me dit demain, tu as une solution pour remplacer, ne plus utiliser tes produits phyto, je serai le premier à l'utiliser. Mais sans solution de remplacement, malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Comme les médicaments, malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Est-ce que cette logique-là, elle est aussi établie, parce que c'est une question qui apparaît dans le chat, mais est-ce que la rentabilité est toujours liée à la taille de l'exploitation? Est-ce qu'on peut aussi imaginer que le fait qu'on ait une exploitation plus grande, ça soit plus compliqué du coup de se passer des produits phytosanitaires? Comment ça se passe à ce niveau-là? Non, ça n'a pas de rapport. C'est pas plus facile sur une plus petite surface. Le travail, s'il y a plus de travail, si l'exploitation est plus grande, on prend plus de main d'œuvre. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Et peut-être pour continuer dans les questions qui sont apparues dans le chat, on voit ici Olivier44 qui nous demande pourquoi, si on est contre cette agriculture industrielle, comment on explique l'alliance avec la FNSEA qui s'établit un peu au niveau national, parce qu'on voit que c'est quand même un mouvement qui est commun. Et aussi ici dans l'Allier, comment on explique ça? Que ce soit la FNSEA ou la coordination rurale, on défend tous les types d'agriculture, que ce soit la petite exploitation jusqu'à la grosse exploitation. Nous, ce qu'on fixe comme limite, c'est une exploitation qui peut se gérer par une personne toute seule. Tout ce qui devient trop industriel, on considère que c'est plus une agriculture qui se gère par une personne, qui n'est plus familiale. Mais une exploitation, même jusqu'à 300 hectares, se gère par une seule personne. Et on défend aussi bien les petits, les moyens, les gros, les bio, les conventionnels, ceux qui font du labour, du semi-direct. On n'a pas de... Ce qu'on veut vraiment défendre, c'est le choix de l'agriculteur d'avoir recours à ces techniques. Et ce qu'on veut, c'est qu'il puisse vivre de son travail sur le type d'exploitation qu'il a choisi. Mais on n'est pas là pour lui dire non, toi tu es un petit, on ne te défend pas, toi tu es un gros. Non, on essaye de donner à chacun les moyens de mettre en œuvre les choix qu'il a fait sur son exploitation et d'en vivre. Peut-être pour continuer sur cette question-là, parce que c'est des éléments qu'on n'a pas forcément, mais on l'a dit, la FNSEA, c'est le gros syndicat. Quand on demande à quelqu'un dans la rue lequel il connaît, c'est souvent celui-là qui va ressortir, c'est normal. Oui. Mais au niveau vraiment national, est-ce qu'on n'a pas... c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui quand on voit que même après cette demande de rapatrier les troupes, on a quand même eu ce mouvement, par exemple à Cora à Vichy, alors qu'on avait eu un système de freinage. Est-ce qu'on ne considère pas un peu que la FNSEA a un monopole vraiment sur la conversation avec le gouvernement et que c'est un peu elle qui mène la danse dans le système français? C'est souvent ce qui est dénoncé, ce qu'on appelle la cogestion. C'est-à-dire que c'est le ministère de l'Agriculture avec le syndicat majoritaire, la FNSEA, qui négocie la majorité effectivement des accords et des avancées ou reculées, ça dépend comment est-ce qu'on le voit, qu'il peut y avoir. C'est pour ça que nous, Coordination Rurale, on essaye aussi de faire notre place pour avoir notre mot à dire. Le slogan le plus important historique de la Coordination Rurale, c'est qu'on veut des prix, pas des primes. C'est-à-dire qu'on veut réellement que l'agriculteur y vive de son métier et pas des subventions.
Donc on essaye, alors ça rentre au fur et à mesure depuis 30 ans à force de le répéter, ça rentre un peu dans le logiciel de chaque agriculteur et c'est une bonne chose, c'est important pour nous. Et je profite pour rebondir sur une question du chat que je viens de voir parce que on l'avait aussi évoqué quand on était dans les coulisses tout à l'heure, mais on a forcément ces questions de remaniement qui sont en cours. On l'a vu avec M. Bayrou, en tout cas il y a beaucoup de mouvements. La question du ministre de l'Agriculture est sur le tableau, même si ce n'est peut-être pas la principale, parce qu'on sait qu'on a l'éducation forcément, mais je rebondis sur cette question-là. Quelle est l'opinion des syndicats envers le ministre de l'Agriculture? Là, on voit qu'il y a des actions qui ont été faites en faveur, mais c'est quoi, vous, votre avis sur ce ministre de l'Agriculture actuellement? Alors, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, on ne sait pas s'il va rester. Il devait venir aujourd'hui à Vichy, puisqu'il y avait le congrès de la FNB. Il n'est pas venu. Donc ça n'a pas forcément été très bien vu par les agriculteurs. La sensation que j'ai, c'est qu'il connaît très bien l'agriculture, il connaît très bien les dossiers, il connaît très bien les problèmes, mais il est relativement impuissant pour les résoudre. Et nous, c'est ça qu'on déplore un petit peu, c'est que c'est pas un proche du président Emmanuel Macron, et puis que tous les problèmes agricoles sont quand même globalement liés à l'Europe ou à l'OMC, et que pour les résoudre, il faut vraiment que plusieurs pays se mettent ensemble pour le faire. Ce n'est pas un seul ministre qui pourra. Quand c'est de la concurrence déloyale intra-européenne ou extra-européenne, il faut vraiment des accords multinationaux. Et c'est un gros travail de plusieurs pays qui doivent s'associer ensemble. Et le niveau européen, on a eu quelque chose d'important ces derniers mois sur la question européenne. C'est celle du glyphosate. Donc on revient sur ces produits phytosanitaires. Il devait s'arrêter, on devait ne plus pouvoir l'utiliser et finalement, ça a été repoussé. Encore 10 ans d'utilisation du glyphosate. Oui. On a eu cette parole, vous nous l'avez dit tout à l'heure, que les agriculteurs ne peuvent pas faire autrement. C'est ce que vous nous avez dit. Pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Mais malheureusement, on le sait, c'est quelque chose qui est maintenant très bien établi. On a beaucoup d'études là-dessus. Les premières victimes du glyphosate, ce sont les agriculteurs. On sait que ce sont eux qui sont les premières victimes de maladies comme la Parkinson. Comment on fait pour sortir de ce système-là dont les agriculteurs sont les premières victimes? Alors, il y a un truc qui est simple. Si demain, on me dit tu n'utilises plus de glyphosate et pour ne pas briser la concurrence, on interdit toutes les importations de produits agricoles qui ont été faits dans des pays qui utilisent le glyphosate, pas de problème. Mais simplement, ce que je ne veux pas, c'est qu'on dise en France, on trouve que le glyphosate est interdit, est dangereux, on l'interdit. Mais par contre, on va acheter du soja américain, où là-bas, ils utilisent du glyphosate, et finalement, nous, pour nous protéger, on va faire travailler des Sud-Américains en utilisant du glyphosate, et c'est eux qui vont être malades, c'est eux qui vont détruire leur environnement. Ça, pour moi, il n'en est pas question. Donc, on doit assumer... Il faut une cohérence, en tout cas. Il faut, chez soi, assumer sa pollution, et on ne peut pas dire, moi, je suis vertueux chez moi, je protège mon environnement, mais je vais polluer celui des autres et je vais mettre en danger la santé des autres en important des produits que moi, je ne pourrais pas faire chez moi. Une cohérence globale et j'aimerais qu'on termine assez rapidement parce qu'on a atteint le temps de cette interview, mais une dernière question parce que c'est l'actualité qui va arriver. Le 24 février prochain, ouverture du Salon de l'Agriculture. Oui. Il y a encore des actions qui sont menées, preuve en est, samedi dernier, le 3 février à Vichy, on a eu des actions. Est-ce que vous savez déjà ce qui va se passer, en tout cas à votre échelle, celle de la coordination rurale? Qu'est-ce qui va se passer pour le salon de l'agriculture? C'est sûr qu'il y aura une pression importante qui sera mise sur tous les responsables politiques qui viendront au salon. En général, tous les responsables politiques viennent au salon, font le tour évidemment des animaux, mais font aussi le tour des stands des différents syndicats agricoles. Et on les mettra évidemment face aux déclarations qu'ils ont faites. Certaines choses devaient se faire avec un calendrier de 3 semaines d'ici l'ouverture du salon. Ce sera le moment de faire le bilan, voir si les promesses ont été tenues ou pas. Et il n'est pas exclu que si les agriculteurs ne voient pas d'avancée, ne voient pas le fruit ou le résultat des promesses qui ont été faites, peut-être qu'ils retourneront manifester d'ici le salon ou juste après. En tout cas, pas de réponse claire pour l'instant. Il n'y a pas en tout cas un ordre de bloquer ce qui va se passer pour le moment. Pour l'instant, non. Et puis le salon, c'est quand même la vitrine de l'agriculture française. Boycotter le salon, alors certains l'évoquent. Est-ce que c'est le meilleur choix? Je n'en sais rien, mais c'est un peu se tirer une balle dans le pied aussi que de boycotter le salon. Il vaut mieux donner une bonne image de l'agriculture, quitte après à faire des actions, peut-être pas les mêmes que ce qui ont été fait, peut-être pas bloquer les routes, mais peut-être d'autres types d'actions, peut-être comme ça a été fait à Cora pour sensibiliser aussi le grand public.
on ne sait pas encore. Mais Mais en tout verra cas, les dans le braises futur. sont encore chaudes et il suffirait de ne pas souffler beaucoup pour que le feu reprenne. Bon, bah, c'est noté, en tout cas le 24 février prochain, ouverture du Salon de l'Agriculture, donc on verra ce qui s'y passe. En tout cas pour nous, merci Monsieur Valrette d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. On va continuer dans cette émission avec la question du jour qu'est allée poser Mathilde dans la rue. Vous allez voir, ça parle d'un sujet qui a fait un peu parler sur TF1. Je vous laisse avec la question du jour. Bonjour le Bifort, heureuse de vous retrouver pour notre question du jour. Aujourd'hui, nous avons rencontré Lisa qui nous a posé cette question. Écoutez. Alors moi j'ai une question, je trouve que la Star Academy elle a mieux marché cette année par rapport à l'année dernière, mais est-ce que par rapport aux années 2000, le phénomène est le même ? Effectivement, samedi dernier s'est achevée la 11e saison de la Star Academy et cette année, on a pu remarquer que la promotion a particulièrement attiré les téléspectateurs, provoquant un réel engouement vis-à-vis des académiciens sur les réseaux sociaux mais aussi sur le petit écran. Avec des primes qui cumulent jusqu'à 3 millions de vues, TF1 a réussi à relancer ce populaire télécrochet du début des années 2000. Samedi soir, TF1 arrive en tête des audiences avec la finale de la Star Academy. 4,27 millions de téléspectateurs, soit 22% des personnes présentes devant leurs écrans. Il s'agit de la meilleure audience de la saison puisque le prime de la finale cumule en moyenne 4,12 millions de téléspectateurs. Un record depuis le retour du télécrochet puisque l'an dernier la victoire d'Anisha avait réuni 3,77 millions de personnes. Mais pour répondre à la question, j'ai comparé avec le début des années 2000. La dernière finale sur TF1 en 2008 avait réuni 5,9 millions de téléspectateurs. Un score bien au-dessus de cette année, mais bien loin des heures de gloire qui réunissaient durant ces premières 7 millions de téléspectateurs en moyenne par prime et même plus de 10 millions pour les finales. Mais ce changement majeur d'audience s'explique par un déclin global de la télévision. Au début des années 2000, TF1 arrivait à cumuler 30,7% de part d'audience dans la journée, tandis qu'en 2022, elle ne représente plus que 18,8%. Les gens regardent donc moins la télévision et passent plus de temps sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de streaming. Mais ce n'est pas pour autant que les nouvelles saisons n'arrivent pas à créer l'engouement des années 2000. Avec les réseaux sociaux notamment, et le live qui suit toute la journée les candidats dans le château, les académiciens sont suivis 7 jours sur 7 et presque 24 heures sur 24. Les fans de la Starac sont nombreux à les suivre donc tout au long de leur aventure. Certes, le phénomène connu à son lancement en 2001 n'est pas le même, mais les nouvelles saisons ont quand même su trouver leur public puisqu'une saison 12 a été annoncée pour l'automne prochain et le casting est déjà ouvert. Alchimie, nouveau public, bon casting, différents profils, il est rare que la nouvelle génération parvienne à trouver son bonheur à la télévision. Avec la Star Academy, la jeunesse a pu apprécier un télécrochet familial animé par des personnes de leur âge. Son casting aussi attachant qu'hétéroclite, porté par une grande bienveillance et un vrai esprit de famille. Star Academy a permis à une nouvelle génération de découvrir l'univers du télécrochet culte des années 2000 et à un nouveau public de s'en emparer. Merci beaucoup Mathilde pour cette question du jour. On en a appris un peu plus sur l'engouement de la Star Academy. Je remercie encore une fois notre invité François Valrette d'avoir été avec nous, donc président de la coordination rurale de l'Allier, pour nous parler un peu de cette crise des agriculteurs et de ce qui se passe en Allier. Ça a beaucoup réagi dans le chat, honnêtement, il y a eu pas mal de questions, on sentait que c'est vraiment un sujet poignant, forcément c'est partout dans l'actualité ces derniers jours, donc ouais, c'est assez peu surprenant. Et tu parles d'actualité, on est une émission d'actualité et on est une information de dernière minute. Nicole Belloubet remplace Amélie Oudéa-Castéra à l'Assemblée nationale. Amélie Oudéa-Castéra à l'éducation, ça fait se 2 fois aujourd'hui. Oui, ce matin aussi, à l'éducation nationale. Amélie Oudéa-Castéra reste à sa position en tant que ministre des Sports et des Jeux Olympiques. Mais en tout cas, une nouvelle un peu qui vient bouleverser, alors que ça fait quelques jours où on ne savait pas ce qu'allait devenir Amélie Oudéa-Castéra. Surtout que c'était pas la volonté du président, c'était plus la volonté de Gabriel Attal. Donc peut-être que le Premier ministre sur ce sujet-là, a réussi à avoir le dessus sur son supérieur. Et oui, et on va passer à la dernière phase de l'émission, le rébut de l'info. Le petit nouveau, c'est toi qui as eu l'idée en plus. Ah merci, oui, de me jeter des fleurs Sacha. C'est moi qui ai eu l'idée en effet du rébut. Alors le principe est très simple en réalité. Vous savez tous ce qu'est un rébut. On met des images et puis ça vous allez trouver un mot. Nous on a l'info qui est liée au mot. On vous l'explique assez rapidement. Et là normalement un peu pour vous chauffer, vous mouiller les nuques, vous allez avoir un premier rébut un peu test qui devrait apparaître assez rapidement normalement sur vos écrans. Et on vous laisse
On vous laisse quelques secondes pour essayer de le deviner et puis ensuite oui, c'est assez simple. Il va s'afficher bientôt à l'écran. Vous allez l'avoir avant nous en plus, donc franchement ça va aller. Alors, on voit Denis Brognard et Tal. Voilà. Est-ce que Tal ou là maintenant, parce que attention, elle a changé, ce n'est plus vraiment Tal. Oui, Tal à l'ancienne du coup, Tal à l'international, tout ça. Alors, est-ce qu'on a déjà... Alors oui, on a une bonne question, une bonne réponse. On a Tal, des bonnes voilà, réponses ils sont dans très le forts. chat. Bon, en même temps, c'était pas très compliqué. Hein. Je vous rassure, le difficile. prochain sera un peu plus technique. Voilà, vous voyez le Premier ministre Gabriel Attal en plein dans l'actualité. En plus, et du coup là on va pouvoir passer cette fois-ci aux choses sérieuses, mine de rien. Il est temps, donc là normalement vous allez avoir apparaître le deuxième rébut, voilà, Et qui il apparaît. Allez Sacha, je te laisse deviner. Alors une girafe. Ah, on dirait un petit pincement là. Un petit pincement, on ouais. pince quelque Alors, chose. c'est pas vraiment ça, mais... Ok. Et deux. Baguette. Il y a un truc avec une girafe, non? Je sais pas. C'est quoi la particularité physique de la girafe que j'ai mis en avant d'ailleurs via la photo? Il a un long cou. Il a un long cou. Donc ouais, peut-être cou. Cou. Ensuite, ça veut dire quoi ça? Petit. Petit ou peu? Juste peu. Ou peu. Juste peu. Coup peu. Ok, coup peu. Ça après. Du coup, deux. Coup peu. Deux. France. De France, et ben je pense qu'on y est, Sacha. La Coupe T'aurais de trouvé France. France avec le dernier bonhomme, la baguette, le béret. Bon, Ah, bah, voilà, je pense, nous affiche directement le logo de la Coupe de France. Bon bah personne l'avait trouvé. Hein. Personne l'avait trouvé. Bah, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Emilien qui nous dit coupe de pain. Donc bon, je pense qu'il non, avait c'est vrai. En fait, je voulais mettre la carte de la France au départ, mais je me suis dit que ça allait être trop explicite. Je me dis, je vais mettre un petit peu de piment, un petit peu plus de suspense dans ce jeu. Donc oui, voilà, c'était évidemment la Coupe de France, car les huitièmes de finale, c'était cette semaine. Ça a commencé avec Rennes, qui a étrillé Sochaux sur le score de 6-1, et ça s'est poursuivi hier soir avec notamment les Lyonnais renforcés au dernier mercato qui se sont imposés face à Lille. Fin de l'aventure en revanche pour Montpellier, Le Havre et Brest qui ont été respectivement écartés par Nice, Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Pour le club de N3 de l'AS Saint-Priest, la belle épopée s'arrête ici en huitième. C'était les petits poussets de la compétition. Ils ne sont pas passés loin de l'exploit face à Valenciennes. Ça s'est joué vraiment de peu, score 2-1, score final. Mais heureusement, ce type de petit pousset revient au club de N2, le Puy-Foot, non loin d'ici d'ailleurs, qui s'est défait de Laval au bout du suspense, vraiment dans le temps additionnel. Donc ça fait plaisir de voir des petits clubs comme ça en quart de finale aller si loin. Et dernier match ce soir, c'est Rouen contre Monaco à 20h45 et la fiche d'écart seront connues à partir de 20h. Donc dans quelques instants, vous pourrez aller switcher à la fin de l'émission sur le tirage au sort de la Coupe de France, en tout cas pour les footeux qui nous regardent. En plus, on a des fans du Paris Saint-Germain et de Lyon dans le chat, donc c'est super. Alors on a aussi Grenoble, Laval, donc le Puy-Laval, ça pourrait être incroyable. Information encore une fois de dernière minute à propos du remaniement et le gouvernement. Frédéric Valtou, député Horizon, a été nommé en tant que ministre délégué à la santé. D'accord. Ça va venir petit à petit, je pense, avec le transport, le logement. Donc, affaire à suivre dans la soirée. Vous pourrez bien sûr suivre sur CS Actu de nombreuses actualités là-dessus. J'en ai une autre d'ailleurs, Sacha, au sujet du sport, parce que je vous parlais de football. Le tirage corsé pour les Bleus en Ligue des Nations, qui affronteront l'Italie, la Belgique et Israël. La compétition se déroulera en septembre 2024, mais avant cela, il y aura l'Euro. C'est encore assez lointain, la Ligue des Nations, mais je trouvais important quand même de pouvoir le placer. Moi, j'ai hâte de l'Euro, personnellement. Moi aussi, on est très hype. On a une très bonne équipe de France. On a une très bonne équipe de France. On va passer à mon rébut. J'espère que tu es prêt. J'allais l'oublier ton rébut. Oui, non, mais on se perd dans les breaking news. Là, ça vient de partout. Ça n'arrête pas. Donc, un nouveau rébut qui est affiché à l'écran. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ok, donc grippe. Il y a Marine Le Pen, Delors, waouh. Ça se suit, évidemment, ça fait comme une ligne. Mort que Marine Land. Il y a un petit bout où tu as raison. Bah Marine Land. Marine Land. Marine Le Pen Land, Marine Land. Et au-dessus, Orc. Mais j'ai pas le RIP en fait. En fait, j'ai juste Orc, Marine Land. Ah, il est mort. L'orque de Marine Land est mort. Et oui, c'est ça. Vrai. Alors, c'est un vieux sujet, mais il a refait surface. En octobre dernier, il y a une orque de Marine Land, Moana,
qui est décédé. Oui, j'en ai Alors, entendu parler. pour des raisons inconnues à ce moment-là, il y avait l'association One Voice qui se questionnait notamment sur sa santé et ses conditions de vie. On sait que les associations animalistes ont un peu de mal avec les zoos et préfèrent du coup voir les animaux évoluer dans leur propre nature. Et Marine Land a fait un communiqué il n'y a pas longtemps expliquant que l'orque Moana est décédée d'une septicémie. Donc c'est une maladie bactérienne répandue chez les orques. Mais en même temps, il y a une vraie question, car avec une loi qui est passée en 2021 expliquant qu'à partir de 2026, il n'y aura plus de droit en France d'avoir des spectacles incluant des orques et des dauphins. Donc elle devait partir dans un zoo au Japon. Mais avec ce communiqué et ces conditions de vie, il y a des vidéos qui avaient fuité il y a quelques mois. C'est un peu remis en question parce que One Voice et les associations souhaitent les voir transférés dans un sanctuaire côtier, sauf qu'il n'y en a pas en France. C'est un peu compliqué et elles pourraient être du coup transférées au Canada. Donc voilà. D'accord, c'est une bien triste nouvelle. Bien triste pour nouvelle. terminer ce Before, Sacha. je remercie plombe l'ambiance l'ambiance en fait. Juste avant de rendre l'antenne. Et avant de rendre l'antenne, avec une bonne nouvelle, nous allons réaliser une prochaine émission la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Before avec encore plus de nouvelles choses, d'informations, de reportages. Le retour du rébut potentiellement. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur le rébut. C'est vrai qu'on a été un petit peu vite, on vous a pas forcément tous regardé. Mais en tout cas, voilà, si vous préférez par rapport aux mimes, etc., n'hésitez pas à nous dire, ça peut être très intéressant. Et ça nous fera vraiment plaisir. Et en plus, on voit dans le chat qu'il y a des gens qui commencent à prévoir des petites soirées. Donc, tant mieux si les gens ne se connaissent pas. On peut essayer d'y aller si on est invité. C'est le Before, Sacha. Il y a quoi après le Before? Il y a la soirée et l'after. Et oui. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Vincent, Merci d'avoir été avec moi pour présenter cette émission. Toujours Merci plaisir. évidemment à Joey, à Mathilde, à Sherazade et à toute l'équipe. Jeanne derrière la caméra. Et il y a aussi Mathilde qui a pris la place de chef OP, Simon, Colline, Olivia et Grégoire qui sont en régie, qui ont permis de vous faire une émission magnifique. Merci encore à François Valère d'être venu sur notre plateau pour faire cette interview. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et puis, à bientôt. À très vite.